Décembre 1916. L'un des plus grands symboles français de la Première Guerre mondiale prend fin après avoir causé plus de 700 000 victimes. Derrière ces chiffres, les soldats, des hommes. Autant d'hommes que d'histoires personnelles qui façonnèrent ce symbole durant plus de 300 jours et 300 nuits. Aujourd'hui, je reviens ici, sur les lieux mêmes de la bataille. Dans ces bois encore marqués par la guerre, plus d'un siècle après les combats, sur ce sol déchiré, lacéré par les trous d'obus et entaillé par les boyaux de tranchées encore visibles. Comment ces hommes ont-ils tenu ? Qui étaient-ils ? Pour chercher des réponses, j'ai ramené sur ce champ de bataille un témoin silencieux. Un objet qui fut présent ici, dans les premières heures de la bataille, en février 1916. Une plaque d'identité militaire française. Mise en vigueur au début du conflit pour identifier les soldats tombés au combat, chaque soldat en porte deux. L'une au poignet, l'autre au cou. En cas de décès, l'une est prélevée pour recenser les pertes, l'autre reste sur le corps pour l'identifier. Durant la guerre, cette plaque appartenait à un jeune bleu de la classe 1915, né à Hasbrouck dans le nord de la France. Xavier Léchaève, matricule 1782. Lorsque la guerre est déclarée en août 1914, il n'a pas encore effectué ses classes. Il n'est donc pas appelé lors de la mobilisation générale qui convoque près de 3,5 millions de Français. Mais la guerre le rattrape. Quelques mois plus tard, en décembre 1914, il a 19 ans et est classé dans le service armé et appelé à l'activité. Après plusieurs mois d'instruction, en avril 1915, il rejoint la 9e compagnie du 165e régiment d'infanterie caserné à Verdun. Pour situer les choses simplement, en 1914, une compagnie d'infanterie compte environ 250 hommes, commandés par un capitaine. Dans son cas, la 9e compagnie de Xavier, elle, est dirigée par le capitaine Herry, un acteur qui sera important dans notre récit. 4 compagnies forment un bataillon, soit environ 1000 hommes, et 3 bataillons forment un régiment qui compte donc autour de 3000 hommes. Du moins théoriquement. Les effectifs fluctueront au cours du conflit, diminuant le nombre de soldats par groupement à cause des pertes ou des transferts, pouvant faire passer une compagnie à 200 voire 100 soldats au cours de l'année 1916. Pour en revenir à Xavier, avec son unité, au milieu de l'année 1915, il va occuper différentes positions du secteur fortifié de Verdun. Bettincourt, le Mortum ou le Bois des Corbeaux, avant de partir dans un autre secteur du front. En décembre 1915, Xavier et la 9e compagnie retrouvent le secteur de Verdun qu'ils avaient quitté quelques mois plus tôt. À ce moment-là, pour l'état-major français, Verdun est jugé peu stratégique. Ce n'est pas d'ici qu'on compte lancer de grandes offensives comme on a pu en voir en Champagne. On pense aussi que les forts et le terrain vallonné dissuaderaient les assaillants. En conséquent, les principaux forts ont été vidés de leurs canons lourds et seules 2 divisions gardent la zone sur un front assez étiré. La mission des hommes du 165e régiment est d'effectuer des travaux de renforcement et de maintien des lignes, ce qu'ils feront jusqu'à février 1916. La 9e compagnie de Xavier s'occupe plus spécialement de la côte 344, située au nord de Verdun. Une défense qui oblige les soldats à monter en ligne, sous la pluie et sous la neige. Pendant ce temps, d'autres éléments du régiment occupent le bois d'Aumont et le bois des Corps, situés en première ligne, un lieu qui sera très important dans notre récit. Sur ces positions, le 165e est aux côtés des chasseurs à pied du lieutenant-colonel Drian. Drian, un ancien député de Lorraine. À 60 ans, il a quitté la politique pour rejoindre le front. Lui est convaincu, l'offensive allemande aura lieu ici. Depuis des mois, il avertit ses supérieurs, mais sans résultat. Finalement, ce 20 février, comme il l'annonce dans une ultime lettre à sa femme, l'assaut va bien avoir lieu. Ce soir, je passe en revue tous ceux et toutes celles à qui je vais envoyer ma pensée avant l'assaut. Je parle de l'assaut ennemi que nous attendons de jour en jour et qui est certain maintenant, car le général Joffre est venu nous l'annoncer hier et nous dire qu'il comptait sur nous. Leur assaut peut avoir lieu cette nuit, comme il peut encore reculer de plusieurs jours. Mais il est certain. Notre bois aura ses premières tranchées prises dès les premières minutes, car ils y emploieront flammes et gaz.
Mes pauvres bataillons s'épargnent jusqu'ici. Enfin, eux aussi ont eu de la chance jusqu'à présent. Qui sait? Mais comme on se sent peu de choses à ces heures-là. Au soir de ce 20 février 1916, le 2e classe Léchèvre se trouve avec son 3e bataillon en réserve à Vachereville, à moins d'une dizaine de kilomètres au sud de la première ligne. Une position d'attente qu'il occupe depuis maintenant quelques jours. Le journal de marche et opération du régiment, qui retranscrit toutes les actions de l'unité jour le jour, note « Aucun événement important à signaler ». « 21 février, 7h15. Plus de 1200 canons allemands sont alignés sur un front de 20 km. Des millions d'obus sont prêts à être tirés. Puis, le premier obus déchire le ciel. En quelques secondes, c'est un déluge de fer. Le sol tremble, l'air se déchire. Le journal de marche du régiment écrit « Vers 7h commence sur nos positions du bois des Corps et du bois d'Aumont, sur les croupes avoisinantes, la ferme de Mormont, sur la côte 344, route de ville Vachereville et le village de Vachereville, un bombardement d'une exceptionnelle intensité. Durant près d'1 heure, le bombardement se concentre sur les premières lignes, puis il s'étend aux positions plus en arrière qui durera pendant toute la journée. Le bombardement, si intense, est entendu jusque dans les Vosges à plus d'une centaine de kilomètres. La 9e compagnie de Xavier, toujours positionnée en réserve à Vachereville, reçoit l'ordre de se déplacer vers le ravin de la Cage, au nord du village. Elle y arrive vers 9h sans trop de pertes. Grâce à un témoignage d'après-guerre d'Alfred Lièvre, soldat à la 9e compagnie dont faisait partie Xavier, on a pu retracer de manière précise les événements de cette journée. Toute la journée du 21 se passa sans contre-ordre. Les hommes, couchés à flanc de coteaux, à une centaine de mètres d'un dépôt d'obus, se demandaient à tout instant quels allaient être leurs sorts. Les artilleurs allemands arrosant copieusement tout le terrain. Malgré cela, tout se passa assez bien. Quelques blessés seulement et notre roulante démolie par un obus en venant nous apporter la soupe. Vers 16h45, après environ 1 million d'obus tirés, les bombardements s'allongent. Une sorte d'accalmie commence sur les premières lignes, dont celle du bois des Corps. Mais le repos est de courte durée, et les premiers assauts allemands commencent. Depuis la nuit du 9 au 10 février, de nouvelles troupes allemandes avaient pris pied dans les tranchées face au bois des Corps. Ce sont près de 5 à 6 000 Allemands prêts à bondir dans ce secteur qui s'élance. Leur objectif ? Vachereville, pour acculer les Français contre la Meuse. Pour certains, l'avancée est calme. Ils marchent, ne s'apercevant même pas qu'ils ont franchi les premières lignes françaises tellement il n'en reste rien. Mais d'autres se voient avec stupeur accueillis par des tirs. Des hommes ont survécu à cet enfer, près de 3800 obus à la minute durant 9 heures. Au bois des Corps, 300 à 400 chasseurs du lieutenant-colonel Drian sont parmi eux, sur un effectif initial de 1300. Et le plus fou, c'est qu'après des heures de pilonnage incessant, ils tiennent. Aux alentours de 19h, le 3e bataillon du 165e se porte aux ouvrages de Mormont. Le commandant du bataillon détache une de ses compagnies qu'il met à la disposition du lieutenant-colonel Drian au bois des Corps, en vue d'une attaque qu'il prépare avec ses chasseurs. Il s'agit de la 9e compagnie du capitaine Herry, celle de Xavier. Le bois des Corps, occupé depuis maintenant plusieurs mois par les chasseurs, était devenu un véritable système de défense grâce à l'abnégation de Drian. Face aux tranchées allemandes apparaissant en rouge, les premières positions françaises. Ce sont des tranchées inégales, censées être remplies par des petits groupes d'hommes. Derrière, une ligne de soutien, appelée la ligne des S. Des ouvrages de terre reliés les uns aux autres. Puis, une ligne de réduit, la ligne des R. Même principe que la précédente, mais avec des ouvrages plus importants. Vers 10h du soir, ordre est donné de monter en vitesse au bois des Corps pour soutenir les chasseurs de Drian qui contiennent l'ennemi depuis le déclenchement de l'attaque. C'est alors que la compagnie reçoit l'ordre de se porter à la ferme de Jolicoeur, située à la lisière sud du bois. À leur arrivée, un nouvel ordre tombe. Une section est désignée pour ravitailler les chasseurs en première ligne. Impossible de savoir si Xavier en fait partie. Jusqu'à 2h du matin, sous les bombardements,
cette section transportera près de 20 000 cartouches. Puis, les hommes regagnent les abris de la ferme. Ils tiennent. Mais les premières pertes tombent. Vers 5 heures, le sous-lieutenant Pérignon, s'étant aventuré à l'entrée de notre abri, se trouve littéralement broyé par un 210. Cela nous met la rage au cœur, car nous l'aimions tous. À l'aube, la situation est critique. Beaucoup d'unités sont encerclées ou sur le point de l'être. À Jolicoeur, des chasseurs ont profité des abris durant la nuit, se mêlant aux hommes de la 9e compagnie, qui les voient, à l'aube, repartir au combat. De temps en temps, un agent de liaison arrive en courant donner des ordres aux chasseurs abrités avec nous. Par petits paquets de 15 à 20, ils montent à l'assaut avec un calme qui fait honneur. L'ennemi, bien plus nombreux, est parvenu à s'infiltrer dans le bois, alors toujours tenu avec courage par les survivants français. Les troupes présentes dans le bois des corps lancent des contre-attaques pour tenter de repousser l'ennemi. La ligne des R est toujours tenue. Le lieutenant-colonel Drian réussit à regrouper plusieurs dizaines de ses chasseurs autour de son poste de commandement, R2. Mais il lui faut plus d'hommes pour tenir la ligne. Il donne l'ordre de rajouter la 9e compagnie, celle du capitaine Herry. Aux environs de 13 heures, la 9e compagnie de Xavier Léchèvre reçoit l'ordre d'entrer dans le bois des corps. Ils ont pour mission de se déployer face à l'est, au sud d'un ouvrage de défense. La situation est désastreuse. À l'ouest, le bois d'Aumont est aux mains de l'ennemi. Il en est de même à l'est pour le bois de Ville. L'arrière des Français est maintenant menacé, d'autant plus que le rapport de force est totalement déséquilibré. Une dizaine de minutes plus tard, la 9e compagnie occupe les positions qu'on leur a ordonné de prendre. De là, les hommes ouvrent le feu sur des éléments ennemis qui tentent de progresser dans un ravin longeant une route, avec l'objectif de déborder la droite française. Cette tentative est stoppée par la précision des tirs. L'ennemi change alors d'axe d'attaque et amorce un mouvement de débordement sur la gauche du dispositif. Sur ordre de Drian, la 9e compagnie se redéploie donc à l'ouest. Le capitaine Herry reçoit l'ordre d'occuper un intervalle crucial entre R2 et des éléments du 56e BCP, afin de renforcer la liaison avec l'ouvrage R3. Cette manœuvre se déroule sous un feu intense, un violent engagement s'ensuit. Vers 14 heures, 1 heure environ après l'entrée de la compagnie de Xavier dans le bois, malgré les tentatives de stabilisation, les Allemands débordent R2 à l'est, le long de la route de Flabas, avec une nouvelle attaque. Elle atteint les abords de la route de Ville. Face à cette percée, les chasseurs et des éléments de la 9e compagnie organisent une ligne de défense et tentent de repousser les Allemands. Peu à peu, tous les points d'appui de la ligne R tombent. Il ne reste plus que R2. Une nouvelle attaque ennemie est lancée dans le ravin est de la route Ville-Vachereauville. Le lieutenant-colonel Drian, constatant que sa droite est complètement débordée par cette nouvelle offensive, il ne reste plus qu'environ 80 hommes autour de R2. De plus, un agent de liaison l'alerte. L'ennemi a franchi la ligne des R et progresse en direction de Jolicoeur. Drian ordonne l'abandon de R2 vers une tranchée de retrait pour stopper la manœuvre d'encerclement que sont en train d'opérer les Allemands. Pour couvrir ce mouvement, le capitaine Herry reçoit l'ordre de Drian de tenir leur position durant une demi-heure et de se porter ensuite avec sa compagnie à hauteur de la tranchée de repli, face au nord-ouest, pour maintenir la cohésion du dispositif. Par petites douzaines, les hommes se pressent courbés et sous les balles, parfois même en rampant vers leur nouvelle position. L'ennemi n'est déjà plus qu'à 50 mètres. Pour tenir, il n'y a qu'une solution, l'esprit de sacrifice. Le capitaine Herry informe ses supérieurs « Je tiendrai une demi-heure ». Aux alentours de 15 heures, complètement isolé, le lieutenant-colonel Drian ordonne le repli général. Un lieutenant du 59e bataillon de chasseurs vient porter l'ordre au capitaine Herry, mais il lui demande de tenir une nouvelle fois, afin de couvrir le repli des chasseurs. Les hommes de la 9e compagnie résistent. Après quelques minutes, les hommes restants commencent à se replier. Toutefois, ils sont désormais eux-mêmes menacés d'encerclement par l'infiltration allemande sur les deux ailes. L'ennemi est partout. Les hommes doivent forcer le passage à travers les lignes allemandes pour réussir à décrocher. Jusqu'à 3 heures, la lutte continue, âpre.
On se fusille à bout portant, et point n'est besoin de faire de grands efforts pour lancer au but les grenades. Il ne reste plus d'officiers. Le lieutenant Édouin a les 2 jambes brisées et est fait prisonnier. Le capitaine Herry, le poignet droit littéralement coupé, est fait prisonnier également. Encerclé de toutes parts et sur le point d'être fait prisonnier, c'est alors que j'ai vécu des moments les plus tragiques de la guerre. Baïonnette en avant, nous nous élançons à travers l'ennemi pour essayer de gagner la route descendant vers Vachereauville. Par 5 fois, ma baïonnette pénètre une poitrine ennemie. Je me souviendrai toujours d'un Boche, un gamin. Il n'avait certainement pas plus de 18 ans, qui, me voyant bondir, se mit à genoux pour demander grâce. Trop tard. Mon arme s'enfonça et je n'oublierai jamais ses yeux hagards qui me fixaient. 15 jours après, j'en faisais encore des cauchemars. Lorsque nous fûmes sortis du bois et qu'abrités par le talus de la route, nous empêchions à coups de fusil les Boches de sortir, nous n'étions plus que 14. Les éléments dispersés de la compagnie parviennent finalement à se regrouper sur 3 positions successives de repli, qu'ils défendent avec acharnement. Au bout d'une demi-heure, nous nous défilâmes un par un pour rejoindre à l'extrémité sud du bois des corps des éléments épars qui luttaient désespérément contre l'avance allemande. Vers 17h, l'avance allemande se calme brusquement dans le secteur de la 9e compagnie, permettant aux hommes de se replier jusqu'au ravin de Vachereauville dans un abri bétonné. La compagnie est réduite aux 3/4. Elle aura mis plusieurs heures pour reculer de seulement 900 mètres. Quant aux chasseurs, lors du repli, eux aussi continuèrent d'essuyer les pertes. Le lieutenant-colonel Drian fut tué d'une balle en pleine tête. Les hommes ne mettent pas longtemps à s'endormir. Réveillés au petit jour, ils sont alors dirigés vers le ravin de Bras. Dans la journée du 23, ils retrouvent les débris du régiment au camp Flamme, situé à la côte du Poivre. Du régiment, dont certains éléments étaient en première ligne dès les premières heures de l'assaut le 21, il n'en reste plus grand-chose. 30 officiers, 119 sous-officiers et 1337 caporaux et soldats sont mis hors combat, disparus, blessés ou tués. Mais tout ne semble pas fini pour le régiment. On parle de remettre ça, pour aller délivrer la compagnie Oran qui se trouve encerclée avec le drapeau du régiment à la ferme de Mormont. On s'apprête à partir lorsqu'un agent de liaison vient annoncer que la compagnie a réussi à quitter la ferme. Le lendemain, le régiment reçoit l'ordre de retourner vers l'arrière, du moins ce qu'il en reste. Nous escaladâmes la côte du Poivre, le désespoir dans l'âme, car nous nous rendions compte de l'avance allemande. Quelle ne fut pas notre joie lorsque, sur le versant sud, nous aperçûmes toute la division marocaine qui venait combler nos vides. Durant les 4 prochains jours, le régiment, au vu de ses pertes, est formé en bataillon de marche et se reposera à l'arrière. La bataille de Verdun durera encore pendant 300 jours et 300 nuits, durant lesquelles se créera le symbole français que l'on connaît aujourd'hui. Xavier Léchèvre continuera la guerre au 165e régiment. Il combattra dans les Flandres en 1916 et 1917, avant d'être intoxiqué par 2 fois par les gaz de combat en 1918. Il survivra à la guerre et retournera finir sa vie dans le nord de la France.